Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. À la une de l'actualité de ce mardi 26 janvier, l'Inde a signé un accord d'achat de 36 avions de chasse Rafale avec la France. Cet accord, estimé à 10 milliards d'euros, est au centre de la visite du président français François Hollande en Inde. Je rappelle que ces avions sont ceux-là même qui, aujourd'hui, luttent contre Daesh en Syrie et en Irak et montrent leur efficacité. Nous venons de signer par nos deux ministres de la Défense un accord intergouvernemental. Le président français François Hollande a qualifié l'accord sur le Rafale d'étape décisive. Hollande et le Premier ministre indien Narendra Modi ont précisé que des négociations sur la finalisation de l'accord étaient encore en cours. Modi a annoncé son intention d'acquérir les avions lors de sa visite en France au printemps dernier. Les dirigeants avaient alors décidé d'annuler les négociations sur la vente de 126 Rafales pour se rabattre sur la vente de 36 Rafales prêts à voler, afin de satisfaire les besoins urgents de l'armée de l'air indienne. Par ailleurs, les deux dirigeants ont participé au lancement de l'Alliance solaire internationale dont le siège se situe dans la banlieue de New Delhi. Hollande et Modi ont également réaffirmé leur volonté de coopération dans la lutte contre le terrorisme. L'Égypte a célébré le 5e anniversaire de la révolution qui avait permis de renverser l'ancien président du pays, Hosni Moubarak. Le 25 janvier 2011 marquait le début des manifestations géantes ayant déclenché la vague des révoltes arabes. L'anniversaire de la Révolution est aujourd'hui un jour férié. Les rues des principales villes du pays sont restées désertes alors qu'un important dispositif de sécurité avait été déployé. Les Égyptiens sont restés chez eux par crainte d'être la cible d'attaques menées par les frères musulmans. Après la Révolution, la confrérie fut un temps à la tête du pays avec le président Mohamed Morsi, mais ce dernier a été à son tour chassé du pouvoir en 2013. La conférence de presse qui vient de se tenir au Caire vient encore d'apporter de nouvelles accusations contre la confrérie. Cette dernière préparerait, selon toute vraisemblance, un plan pour former un groupe armé. Les forces armées nationales travaillent actuellement à combler le vide sécuritaire afin de rétablir l'ordre définitivement. Nous devons ainsi mettre sur pied une force nationale islamique capable de déployer tous les moyens nécessaires pour contrer tous les opposants et particulièrement pour mener la bataille contre les médias et les juges. Le soulèvement de 2011 a appelé l'Égypte à choisir la démocratie, à mettre fin à la corruption et à améliorer la vie des Égyptiens. Et c'est justement ce que l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi tente de faire. L'Égypte de 2016 n'est plus l'Égypte d'il y a 5 ans. Nous construisons ensemble une nation moderne et développée, respectant les notions de démocratie et de liberté. Nous poursuivons ainsi le processus de développement qui établira les nouvelles fondations économiques du pays. Le président égyptien a rappelé que ce processus prendra du temps et demandera des efforts sans précédent. La démocratie en Égypte ne se créera pas en un jour. Il s'agit d'un processus exigeant de l'expérience et un apprentissage sur la durée. Avec le temps, nous verrons que les bases démocratiques de la vie politique égyptienne se renforceront et l'État sera alors plus à même de trouver un équilibre entre les droits individuels et les libertés. Le peuple égyptien sera davantage conscient du concept de la liberté responsable et l'environnement ne sera plus propice à l'anarchie et au chaos. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie a déclaré que les pourparlers de paix qui devaient débuter hier avaient été repoussés. Staffan de Mistura a expliqué qu'il n'existait en fait pas d'accord sur la composition des délégations. En raison des profonds désaccords et des différences d'opinion sur qui devrait figurer sur la liste, le début effectif des pourparlers, qui aurait dû être aujourd'hui 25 janvier, a été repoussé. Et aujourd'hui, par conséquent, au lieu d'annoncer le début des pourparlers, je suis en mesure de vous annoncer le jour où, à mon avis, nous serons en mesure d'envoyer les invitations. Demain. Et le jour où nous prévoyons de débuter les pourparlers intersyriens, c'est-à-dire le 29 janvier. The date in which, in my opinion, we will be in a position to send invitations. Staffan de Mistura a précisé que les discussions allaient porter sur un cessez-le-feu de grande ampleur, sur l'arrêt de l'expansion du groupe État islamique, ainsi que sur l'augmentation de l'aide humanitaire à la Syrie. Il a ajouté que les négociations dureraient 6 mois et rappelait que la participation aux négociations ne devait faire l'objet d'aucune condition préalable. L'opposition syrienne, soutenue par l'Occident, a annoncé qu'elle allait décider mardi de participer ou non aux discussions.
Elle a répété à plusieurs reprises que les discussions ne devaient pas débuter tant que les frappes aériennes ne cesseraient pas, que le siège des territoires tenus par les rebelles ne serait pas levé et que les détenus ne seront pas libérés. Le chef de la délégation de l'opposition syrienne s'est exprimé à Riyad avant les pourparlers de paix. Il a été clair sur le fait qu'il n'y avait pas de pression des États-Unis comme auparavant. L'un des membres de l'opposition a déclaré que le secrétaire d'État américain John Kerry avait rencontré le groupe durant le week-end. Le chef a également exprimé l'espoir que la Russie puisse être moins favorable à l'administration Assad. Il n'y a pas de pression sur nous. Personne ne peut imposer une pression sur nous. Nous n'acceptons pas la pression et nous n'abandonnons pas, même s'il y en a. Et par conséquent, je ne pense pas que John Kerry exerce de la pression sur les réformes syriennes ou sur les négociateurs, car il sait bien que personne ne peut imposer ni dicter ses conditions à nous. Nous ne nous attendions pas ni ne voulions pas que le côté russe soit ce genre de soutien à Assad. Nous espérons que les Russes changent leur position de modéré à moins coopératif. Nous ne nous soucions pas des déclarations ni de la position russe, car nous savions bien que le soutien russe au régime ne changerait pas. L'armée syrienne a repris aux insurgés la ville stratégique de Sheikh Maskin après de féroces combats, sécurisant ainsi les routes d'approvisionnement de la capitale vers le sud du pays. La ville est située dans la province de Deraa. L'Observatoire syrien pour les droits de l'homme a déclaré que la ville était très importante pour les deux côtés. En s'en emparant, le régime a coupé les liaisons rebelles entre l'est et l'ouest de Deraa. Le sud de la Syrie est le dernier grand fief des principaux insurgés qui ont été affaiblis ailleurs par le groupe État islamique à l'est et au nord et par le front Nosra, une division d'Al-Qaïda en Syrie au nord-ouest du pays. Comme d'autres pays du monde, la Turquie souffre aussi des conditions météorologiques extrêmes de cet hiver. Malgré les alertes, les citoyens turcs ont été fortement touchés par la neige et la forte pluie. Depuis le début du mois de janvier, des tempêtes sporadiques ont couvert certains endroits de la Turquie de neige. Même si le paysage est magnifique, les conséquences sont difficiles. Les écoles ont été fermées pendant plusieurs jours et les commerçants ont eu du mal à se rendre sur leur lieu de travail. Des centaines de vols ont été annulés lors de ces dernières semaines et de nombreuses personnes ont été coincées à l'aéroport d'Atatürk à Istanbul à cause des délais et des annulations de dernière minute. Le gouvernement a émis des avertissements, mais de nombreux commerçants ont été affectés par les températures. Depuis le début de cette nouvelle année, avec la neige, nos affaires ont chuté de 50%. Si nous avions un toit pour nos clients, ce serait mieux. Mais nous n'avons pas de toit et nous sommes fortement touchés. Contrairement à la plupart des industries en Turquie, un domaine a été positivement affecté par cette forte tombée de neige. Comme de nombreuses personnes ne pouvaient utiliser leur voiture à cause de routes gelées et de la circulation dangereuse, l'industrie des taxis a fonctionné à merveille. Comme les gens étaient nerveux, ils avaient peur de conduire. Nous avons donc fait beaucoup d'affaires. Mais nous sommes préparés. Nous avons des pneus neige, des chaînes et des câbles de remorquage en cas de besoin. Nous n'avons donc pas été touchés. Malgré les efforts drastiques des municipalités de nettoyer les rues, les personnes qui ont conduit lors de ces conditions extrêmes ont souffert de longues heures de bouchons et de nombreux accidents de la route ont eu lieu. Des collisions de plusieurs voitures ou des glissements étaient très communs sur les principales autoroutes. Des dizaines de personnes ont été blessées dans des accidents de la route, dont à Istanbul et à la capitale Ankara. Même si les températures sont prévues de s'élever, les météorologistes préviennent les citoyens de prendre des mesures préventives supplémentaires lors de ces prochains jours. En Australie, l'industrie des légumes est confrontée à une pénurie des plus sérieuses et on ne parle pas de sécheresse, mais d'une importante chute du nombre de travailleurs saisonniers venant de l'étranger. Il est affirmé que de nombreux agriculteurs luttent pour cueillir leurs récoltes et que l'impact peut être ressenti au-delà des rivages australiens. Tout de suite, plus de détails dans ce reportage. Le nettoyage de la laitue ne semble pas excitant, mais pour Benjamin Lelon, cela fait partie de l'expérience d'une vie. Le jeune Français de 21 ans passe quelques mois à travailler dans une ferme organique des Nouvelles-Galles du Sud avant de prendre la direction d'autres parties de l'Australie. Je veux vraiment découvrir le pays et ses habitants. Cet emploi temporaire permet à Benjamin d'en apprendre sur l'Australie et d'aider l'agriculteur Michael Champion avec ses cultures. Mais récemment,
il y a moins de personnes comme Benjamin désireuses de travailler dans les zones rurales du pays. La saison dernière, en parlant de la période estivale, nous avions des voyageurs sac au dos qui passaient. Mais ces dernières années, j'ai reçu moins d'appels. Et cela s'explique car moins de jeunes voyagent en Australie pour travailler durant leurs vacances. Nous avons vu les chiffres s'effondrer de près de 35 000 au cours des 24 derniers mois dans les demandes de visa. Et cela cause une véritable inquiétude. Le problème basique des agriculteurs est qu'alors que le nombre de travailleurs temporaires ou venant de l'étranger décline, la quantité de céréales devant être récoltées n'observe pas la même tendance. Et cela implique que certains agriculteurs produisent moins, ce qui entraîne davantage d'importations de légumes dans le pays, ainsi qu'une réduction des exportations vers l'Asie, en dépit d'un appétit croissant pour les produits australiens. Je pense que beaucoup de cela est mené par l'économie. Nous avons vu en Italie, par exemple, le chômage des jeunes est passé de 40% à 12% depuis le changement de gouvernement. En Irlande, les choses allaient très mal il y a quelques années. Désormais, il y a une reprise lente et donc cela a entraîné une baisse de 60% du nombre de jeunes Irlandais qui viennent ici. Et la faiblesse du dollar australien a rendu les perspectives de travail ici moins attractives pour les jeunes dans certaines parties d'Asie, telles que Taïwan et la Corée du Sud. Et même si l'Australie paie des salaires élevés, si ce ne sont pas les plus élevés en zone rurale, nous ne parvenons pas à attirer suffisamment de jeunes pour venir travailler dans nos fermes. Et c'est la raison pour laquelle Richard Mulcahy déclare que l'Australie doit faire davantage pour attirer plus de monde de l'étranger. Nous aimerions certainement voir des programmes de travailleurs saisonniers être lancés à destination d'autres pays d'Asie, comme le Vietnam, l'Indonésie et le Cambodge. Autrement, précise-t-il, l'Australie continuera de voir de moins en moins de gens comme Benjamin Lelong venir travailler sur les champs du pays, plaçant une pression encore plus forte sur ceux qui en dépendent. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Nous enchaînons avec de l'actualité en Chine. Dès lundi, la Banque centrale chinoise collecte des fonds de réserve obligatoires pour les dépôts en yuan offshore, ceux qui appartiennent aux institutions financières étrangères. Voyons tout de suite ce que cela signifie pour le taux de change du yuan. Le yuan offshore ne sera plus utilisable aussi librement qu'auparavant. À compter du 25 janvier, les banques étrangères doivent placer une partie de leurs dépôts en yuan à la Banque centrale chinoise. La Banque populaire de Chine a annoncé que le ratio serait relevé depuis le niveau de dépôt nul actuel. Selon les analystes, cela permettra d'absorber 200 milliards de yuan environ et abaissera la pression sur le yuan sur les marchés offshore. Tout d'abord, cela réduit l'offre de yuan sur le marché offshore et cela va contre une dépréciation supplémentaire. Ensuite, il y a l'effet multiplicateur de la monnaie, ce qui signifie qu'il y aura encore moins de devises sur le marché offshore. Ce marché deviendra encore plus petit, il y aura moins de devises disponibles pour parier contre la dépréciation du yuan. Le marché a réagi depuis que la Banque centrale a dévoilé les nouvelles règles il y a une semaine. Le yuan offshore a rapidement repris de la valeur pour s'éloigner de son record à la baisse et diminuer l'écart entre les taux onshore et offshore à un niveau plus soutenable. Ce que vous avez sur le marché offshore, c'est une devise en contraction. Il faut exclure le niveau d'utilisation quotidien normal pour l'importation et l'exportation. Ce qui reste donc pour la spéculation est en diminution. Aussi, chacun a une vision claire de la politique de la Banque centrale qui vise à une légère dépréciation et non une dépréciation forte, de sorte qu'il n'y a pas de panique. Le taux de change de la devise chinoise a deux versions, l'onshore et l'offshore. Pour internationaliser pas à pas le yuan, la Banque centrale fixe quotidiennement le taux pour le marché onshore, mais n'intervient pas sur le marché offshore, sauf si nécessaire. Pour les analystes, stabiliser le taux offshore aide la politique monétaire du onshore. Même si les autorités chinoises ont gagné la bataille pour défendre le taux du yuan, des problèmes demeurent. D'un côté, nous supprimons la volatilité sur le marché au comptant, mais dans le même temps, la volatilité sur le marché à terme s'envole. Alors c'est difficile parce que le marché a sa propre logique. Le marché tente de capitaliser sur une dépréciation du yuan, ce qui dériverait de la décélération de la croissance chinoise. Sur le long terme, cependant, les analystes pensent que c'est l'état de santé de l'économie chinoise qui impactera finalement sur les taux.
Le plus important que nous avons à faire est de stabiliser l'économie. En 2016, l'environnement dans lequel nous opérons va devenir de plus en plus complexe. Il nécessite une politique flexible, une bonne communication et peut-être aussi qu'il faudra faire des choix difficiles. Le ministère chinois des Terres et Ressources a récemment publié les règles détaillées d'un nouveau système de déclaration de la propriété foncière. D'ici la fin de l'année, le système de déclaration des biens immobiliers sera unifié pour toutes les villes et comtés. Selon les nouvelles règles, la procédure de déclaration de la propriété comprendra, outre un examen des pièces du dossier, une vérification sur le site de la propriété. Pour les propriétaires qui ne vendent pas leurs biens, un certificat de propriété émis avant le lancement de ce nouveau système sera toujours valide. Cette déclaration n'est pas obligatoire, mais elle fournit une protection légale en cas de dispute sur les transactions immobilières ou sur les titres de propriété. Mais si vous ne déclarez pas votre bien immobilier, la propriété ne sera pas reconnue par la loi. Et sans déclaration, les acheteurs n'oseront sans doute pas se porter acquéreurs. Les règles assurent également la sécurité des données des propriétaires. Les fuites de ces informations sont en effet punies par les nouveaux textes. La plus grande migration humaine de l'année va commencer et cela se passe en Chine et c'est à l'occasion de la fête du printemps du pays. Des millions et des millions de Chinois sont en fait attendus dans les routes et dans les trains et dans les avions pour se réunir en famille pour le Nouvel An chinois. Les vacances de la fête du printemps ne débutent officiellement que le 7 février, mais les retours à la maison ont déjà commencé pour certains. Les étudiants sont en général les premiers à partir, suivis des employés de certaines entreprises d'État ou des vacataires. Les autorités des transports vont faire face, comme chaque année, à un nombre record de passagers qu'il faudra amener à bon port. Pour la Chine, un pays qui pose des milliers de kilomètres de voies ferrées par an et qui continue d'étendre son réseau à très grande vitesse, l'arrivée de la fête du printemps constitue un défi. Voyons comment les autorités se préparent à assurer la sécurité des passagers durant ce grand événement. Une réunion de nuit pour les ouvriers de maintenance dans le nord de la Chine. L'électricité est toujours allumée durant l'inspection, alors faites attention aux lignes à haute tension. Tout dommage le long des rails doit être consigné dans les moindres détails. Les ouvriers ont commencé la réunion à 23 h après une inspection de cette ligne de 200 km. Comme la plus grande pression se fait pendant le pic des transports, les dysfonctionnements peuvent avoir des conséquences sérieuses. L'inspection est plus importante aujourd'hui qu'elle n'a jamais été. C'est un tunnel de 6000 mètres. Nous devons mener à bien les inspections depuis l'entrée jusqu'à la sortie. Et c'est plus que juste marcher. Il faut détecter les défauts, prendre des mesures de dimension et autres. Durant chaque pic des transports de la fête du printemps, la sécurité vient avant tout. Les autorités ferroviaires ont adopté des inspections de routine et des efforts ont été faits en cas de feu ou d'explosion et en cas d'urgence. Et de retour des rails, les ingénieurs de la maintenance s'assurent que les trains qui seront mis en service pendant le pic sont dans les meilleures conditions. Le froid extrême de cet hiver pose des défis graves au système de freinage des trains. Nos ingénieurs ont fait de gros efforts pour réparer les problèmes. Nous devons assurer la bonne condition des trains avant le pic des transports. Avec tant de gens sur les routes pour la réunion de famille pendant 40 jours, les ouvriers ont fort à faire pour assurer la sécurité de tous les passagers. La Chine va bientôt investir près de 4 000 milliards de yuans dans la construction de voies ferrées au cours des 5 prochaines années. De nouvelles voies qui sont censées atténuer le fardeau du trafic lors de la fête du printemps et faciliter ainsi les déplacements des passagers. Selon un projet de proposition des autorités des transports, la Chine va investir près de 3 800 milliards de yuan, soit 540 milliards de dollars, pour de nouveaux projets de construction ferroviaire dans le cadre du 13e plan quinquennal qui constitue la feuille de route du développement économique et social de la Chine de 2016 à 2020. Le réseau ferroviaire de Chine s'étend sur 120 000 km. Le plan vise à renforcer le réseau déjà présent à 150 000 km, soit un record.
Le réseau reliera les principales villes ayant une population supérieure à 200 000 habitants et réduira le temps de trajet entre ces villes de 1 à 8 heures. La Chine a été confrontée à une pénurie de charbon en 2004 en raison d'un système ferroviaire sous-développé. Donc le pays a décidé de développer vigoureusement son réseau ferroviaire pour renforcer son économie. Et c'est là devenu la principale mission du système ferroviaire de Chine. La construction d'autoroutes va fournir des garanties de transport utiles à l'économie locale. C'est la principale artillerie d'avant-garde de l'économie nationale. Beaucoup de ressources naturelles de Chine se trouvent au nord-ouest et nous avons besoin de les transporter vers d'autres parties du pays. Bien que la principale fonction du chemin de fer est d'aider l'économie, le réseau, en particulier le train à grande vitesse, aide également à atténuer la pression des déplacements extrêmement nombreux durant la fête du printemps. La fête du printemps a constaté un fort allègement de la pression, là où l'on trouve des voies à grande vitesse. Les gens n'ont alors pas à faire de longues queues. Et ces trains à grande vitesse ont une grande capacité de transport. Depuis que la première voie ferrée à grande vitesse a été construite en 2008, le réseau s'étend désormais sur 19 000 km et couvre 60% de la longueur totale du réseau ferré à grande vitesse de la planète. Dans la proposition du 13e plan quinquennal, le système ferroviaire de Chine a établi 20 routes à grande vitesse, amenant la longueur totale du réseau ferré à 30 000 km. Et une possible voie ferroviaire qui passerait sous la mer de Bohai est aussi à l'étude. Le professeur Ting indique que les nouvelles voies ferrées aideront les passagers à l'avenir, mais qu'il ne s'agit pas de la solution ultime face au rush de la fête du printemps. Le gouvernement doit utiliser des approches plus globales pour résoudre le problème. C'est ainsi que se termine cette édition. Je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle édition de l'Afrique Info.